Bonjour à tous, j'ai rendez-vous avec Emmanuel Petit. Aujourd'hui, le champion du monde 98 va nous parler de la Coupe du Monde qui arrive, de la Champions League et bien sûr de la Ligue 1. Vous allez voir qu'il ne mâche pas ses mots quand il parle de la jeune génération. Et puis évidemment, on reviendra sur sa prestigieuse carrière de Monaco à Arsenal et de Barcelone à Chelsea. On retrouve tout de suite Emmanuel Petit. Merci Emmanuel Petit d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez joué dans 3 des plus grands championnats européens, Angleterre, Première Ligue, Arsenal, Chelsea, Espagne, Liga, Barça et la France, Monaco. Je voudrais que vous me disiez, d'après votre expérience, quel est le meilleur championnat pour l'aspect tactique? Tactique, je dirais probablement l'Italie. Sur l'aspect physique, c'est-à-dire l'entraînement, vous diriez que c'est plutôt lequel? Angleterre. Les supporters, les meilleurs supporters? Angleterre. L'ambiance dans les stades? Angleterre. L'argent, c'est important aussi quand on est footballeur. Oui. Où on gagne le mieux, où c'est le plus agréable, où on vit le mieux. Je pense que si on pouvait avoir un mixte entre l'Angleterre et l'Espagne, on obtiendrait probablement le meilleur championnat. Au niveau, moi je parle vraiment au niveau de l'argent. Niveau Oui. fric, hein, allons-y. Je pense que la masse salariale est, à mon avis, plus importante dans le championnat anglais. Mais le problème, c'est qu'il y a un endettement colossal, que ce soit en Italie, en Espagne et en Angleterre. Donc, on gagne très bien sa vie dans les grands clubs européens en règle générale, mais je pense que l'épanouissement d'une façon globale est, à mon avis, mieux en Angleterre. Oui. Les pelouses, les stades, les vestiaires. Moi, je suis amoureux du football anglais. Alors peut-être que j'ai pas un avis objectif, mais tous les inconditionnels du foot vous diront qu'en Angleterre, il y a de quoi satisfaire n'importe quel spectateur, que ça soit dans l'ambiance, que ça soit dans le foot en lui-même sur le terrain, dans l'engagement des joueurs, dans la passion. Il y a de la passion dans les autres championnats, mais je pense qu'en Angleterre, il y a des ingrédients un peu plus importants. Oui. L'atmosphère entre joueurs, avec l'arbitre, ça aussi c'est l'Angleterre? Il y a un respect, à mon avis, beaucoup plus présent dans le football anglais, par tradition justement. Ouais. C'est un peu à l'image de ce que vous pouvez retrouver à l'extérieur des stades. Quand vous arrivez pour une rencontre, vous voyez vraiment la sécurité et surtout le respect qu'il peut y avoir entre les supporters. Dans les joueurs d'aujourd'hui, lequel est le meilleur au monde? C'est vrai qu'entre Messi et Cristiano Ronaldo, je pense qu'on a probablement les 2 meilleurs joueurs mondiaux en ce moment. Ouais. Comment vous voyez justement cette équipe de France qui va partir pour l'Afrique du Sud? J'essaye de positiver. Je me dis qu'elle doit se servir de l'histoire, cette équipe de France, et elle doit également écrire sa propre histoire. Se servir de l'histoire, pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que c'est les prédécesseurs, que ce soit nous ou les générations d'avant, ont réussi à gagner des titres à partir du moment où ils étaient tous au service du collectif et ce n'étaient pas des individualités qui sortaient du collectif. À l'époque, il y avait Platini qui était un peu à l'image de Zidane avec nous, mais tout un groupe était à l'unisson, pensait, réfléchissait de la même manière. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que le footballeur moderne est plus amené à gérer ses propres intérêts à l'intérieur d'une structure professionnalisée. Et ça, avec des égos surdimensionnés. Comme qui? Moi, je pense que quand on voit l'équipe de France aujourd'hui, quand on voit les problèmes du sélectionneur Domenech, je pense qu'avant même d'aller gagner un match sur le terrain, il faut déjà qu'il règle les problèmes qu'il a dans son vestiaire. Et il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a un besoin existentiel de beaucoup de joueurs aujourd'hui qui, ça revient à ce que je te dis là, un instant, c'est que mettre en avant leurs propres intérêts personnels au détriment de l'équipe. L'équipe de France n'appartient à personne. Elle n'a jamais appartenu à qui que ce soit. On est tous de passage, on est tous locataires. Vous pensez à qui? À quel joueur profondément qui vous donne tout de suite cette image-là d'individualité? J'ai été choqué d'entendre Karim Benzema dire que il n'était pas motivé pour entrer lors d'un match de l'équipe de France au Stade de France. C'est le maillot de l'équipe de France. C'est à la limite, c'est un honneur de porter le maillot. C'est l'aboutissement d'une carrière de jouer pour son pays. Et j'ai trouvé ça choquant. Comme je peux trouver choquant des joueurs qui légitimement disent que je suis meilleur à un poste plutôt qu'à un autre. Comment vous
vous voyez d'ailleurs la Ligue 1? Vous avez commencé à Monaco. Vous suivez le parcours de Bordeaux, du PSG, Oui. de l'OM, de Monaco. Qu'est-ce que vous en pensez? Cette année, Oui. je trouve que Bordeaux est sur une continuité parce qu'ils ont eu un effectif quasiment inchangé par rapport à l'année dernière et surtout c'est un club qui travaille dans une grande sérénité, à l'abri justement de la pression médiatique et des supporters, chose qu'on n'arrive pas à avoir au Paris Saint-Germain et à Marseille. Et surtout, la stabilité est très importante pour pouvoir établir un objectif sportif. Quand on voit encore là Laurent Blanc récemment on s'aperçoit que les problèmes de Bordeaux, pour parler de Bordeaux, ils sont dus essentiellement à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur du club. Je pense notamment à la 3F, en termes de communication sur le sélectionneur. Oui. Mais sinon, c'est un petit peu, à mon avis, la grosse différence qu'il peut y avoir entre Bordeaux et les autres prétendants au titre. C'est pour ça qu'on voit entre guillemets des petites équipes se hisser entre ces cadres pour venir disputer le titre et les places de Champions League parce qu'ils sont à l'abri justement de toute pression médiatique et de tous les troubles qui peuvent venir secouer un club à l'intérieur. Donc c'est pas étonnant qu'on voit des petites équipes, c'est encore relatif, venir donner la change à ces grands clubs. Justement, vous avez vécu avec la pression médiatique quand on est à Chelsea, j'imagine qu'elle est très forte. En quoi elle est moins forte qu'au Paris Saint-Germain ou à l'OM? Parce qu'en France, on est extrêmement franco-français. C'est-à-dire? C'est vrai, c'est que on a le sentiment de se regarder le nombril constamment en France. Et c'est à mon avis, à mon sens, le vrai problème, c'est qu'on se pollue la vie par des petites querelles intestines, par des petits problèmes régionaux, alors que quand on se prétend être un grand club, on a une dimension internationale. On ne peut pas simplement se replier sur soi-même, sur son propre pays. C'est la différence qu'il peut y avoir avec des grands clubs comme Madrid, Arsenal, Manchester, Barcelone, Milan, ce que vous voulez, parce que eux, ils ont une dimension internationale. Donc ils luttent pour avoir une suprématie nationale, mais également, leurs objectifs sont toujours affichés pour pouvoir lutter sur la scène européenne. Ce qu'on ne fait pas en France. En France, on regarde, c'est au niveau régional, et puis après, si on peut avoir un objectif national, d'accord. Alors, on ne parlait surtout pas à l'international, parce qu'on si on l'a vu. On va sortir toujours les fameux jokers, la fiscalité, la formation qui est pillée chaque année, enfin, tout un tas de choses. Dans votre carrière, tout commence à Monaco. Vous êtes repéré par Arsène Wenger à l'âge de 15 ans. Quel souvenir de ces années monégasques? Pas 15 ans, 14. Je ne suis pas repéré par Arsène Wenger. Je suis repéré par monsieur Pierre Tournier. Je dis bien monsieur, je souligne bien, parce que ça a été, à mon sens, et ça reste encore aujourd'hui, toute génération confondue, comme étant un des plus grands, sinon le plus grand formateur du football français. Il a sorti toute une carrière de joueurs internationaux. Et c'est lui qui m'avait repéré à l'époque quand je faisais des stages de sélection nationale, quand j'étais dans mon club amateur. Vous étiez en Normandie? En Normandie, Chez vous? Je suis parti, j'avais 14 ans. Au milieu des années 90, vous êtes à Monaco et éclate le scandale OMVA. Oui. Est-ce que à cette époque, vous vous doutiez, vous saviez, vous ne saviez pas, vous aviez... Mais me regardez pas comme ça, Emmanuel. Est-ce que... Je crains qu'on arrête l'interview maintenant. Non, mais parce que vous dites dans votre livre, je pense que Monaco et Paris ont été privés de 2 ou 3 titres de champion à une époque où Marseille dominait les autres en appliquant des méthodes un peu troubles. Alors... Un peu trouble. Définition dans le dictionnaire. Non, je crois que c'était pas un secret de polichinelle pour personne, que ça soit dans le milieu sportif ou dans le monde judiciaire. Vous entendiez des choses? Mais bien sûr. Est-ce que ça veut dire que des gens comme Didier Deschamps de Sailly, qui jouait à l'OM, vous quittez à Monaco? On le savait, quoi. Je pense qu'ils en étaient conscients. De toute manière, à chaque fois qu'on abordait le sujet avec eux, ils bottaient en touche, donc... Donc c'était clair pour vous, il n'y avait pas de... C'était clair non seulement pour moi, mais pour beaucoup de gens au sein du football français, quoi. C'est pour ça, ce leurre qu'il y a eu après au niveau de la justice, pour moi, ça a été vite expédié, quoi. Où aujourd'hui, on s'aperçoit que malheureusement, c'est toute une ville, tout un club qui a été pénalisé pour des erreurs, à mon avis, gravissimes, commises par certaines personnes. Ces personnes ont été condamnées, mais aujourd'hui, on s'aperçoit que ces mêmes personnes se reviennent dans le football français. C'est comme si demain, ma fille est prise et violée par un pédophile, et que demain, on lui dit, vous avez une place dans l'école maternelle, vous avez violé
les enfants, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Tous ces personnages, toutes ces personnes qui ont justement été mouillées jusqu'au cou dans l'affaire OMVA, vous trouvez étonnant qu'ils reviennent aujourd'hui? Bien sûr. Pour moi, je trouve même ça scandaleux, quoi. C'est un scandale, mais bon, c'est un scandale parmi tant d'autres. Encore une fois, au bout d'un moment, ça devient tellement banal qu'on a l'impression que la normalité devient marginale, quoi. Aujourd'hui, les choses sensées qui devraient prédominer dans le monde du foot, je fais pas un amalgame, je fais pas non plus d'une façon générale, mais on parle vraiment de cette affaire-là. C'est que je trouve qu'on a non seulement on a été vite en besogne, mais que derrière on a effacé l'ardoise très facilement, quoi. Moi je trouve ça, mais surtout que bon, pour parler de Bernès, aujourd'hui il fait partie comme étant un des agents qui travaille le plus en France, donc moi je me pose des questions, quoi. Ou alors c'est que tout le monde a envie que c'est un système qui soit comme ça, quoi. Est-ce que justement la corruption ou l'ambiance en France vous a dégoûté? C'est pour ça que vous êtes parti en Angleterre, ou c'est totalement pour autre chose? C'est parce que justement je suis parti en Angleterre pour deux raisons. C'est que je me sentais extrêmement attiré par le football anglais. J'avais le sentiment que, je m'identifiais vraiment à ce football-là, à la fois dans les tribunes, mais aussi sur le terrain, dans la façon qu'avaient les Anglais d'aborder le foot, parce que ça reste un spectacle. Et surtout, c'est que, à mon époque, quand j'ai vu la corruption de l'OM pendant des années, et que nous, à chaque fois, on essayait de lutter avec nos propres armes dans un club qui était très loin d'une pression médiatique, et surtout, à chaque fois qu'on arrivait à se hisser au sommet, on n'avait qu'une petite demi-page dans les journaux. Je voyais le traitement de faveur qu'avaient les autres, alors qu'on savait qu'ils trichaient constamment. Au bout d'un moment, c'est vrai que tu as un dégoût, quoi. Tu te dis qu'il y a un manque de reconnaissance dans ce que tu fais, que tu défends des valeurs à la fois sportives, mais aussi tout ce que peut véhiculer le sport en règle générale, en matière d'éducation, en matière de respect et autres. Donc c'est vrai que j'en ai eu marre, quoi. Je me suis dit, qu'est-ce que je me fais chier ici? Tu as l'impression que pour être reconnu dans ton propre pays, il faut te casser à l'extérieur, quoi. Vous pensez justement que des gens comme Guillaume O'Haraud, par exemple, va bientôt partir, que tous ces gens qui jouent... Tu le vois chaque année. Regarde Benzema, il est parti parce qu'il avait le sentiment qu'il avait besoin d'un nouveau challenge. Je suis persuadé qu'au bout d'un moment, des garçons comme Ben Arfa ou comme Toulalan, tout ça, au bout d'un moment, ils vont vouloir aller voir ailleurs. Gourcuff aussi. Gourcuff aussi, ouais.